Et voilà pour ce documentaire de Mathieu Verbout, impressionnant. Ça s'appelle La City, finance en eau trouble. Alors pour parler de ce monde de la finance qu'on a parfois du mal, nous, pauvres mortels si j'ose dire, à cerner, pour parler de ce monde qui sert à la fois de bouc émissaire en ce moment ou d'épouvantail, c'est selon, pour parler de ses règles, de son opacité, de l'impuissance apparente des politiques, pour parler spéculation, trader, tax Tobin, paradis fiscaux, agences de notation, et bien autour de cette table des spécialistes, analystes financiers, économistes, banquiers, politiques. À commencer par vous, Marie-France Beaufils, vous êtes sénatrice communiste d'Indre-et-Loire, vous êtes vice-présidente de la commission des finances et vous êtes en ce moment à travailler dans la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux. Ça vous étonne d'ailleurs qu'on parle plus trop de ces questions de finance mondiale, de monde de la finance dans la campagne électorale, alors qu'au début ça avait commencé très fort. Tout le monde disait ils vont rendre des comptes et puis c'est fini. Moi, je ne pense pas qu'on en parle très peu. En tout cas, dans les débats que moi je suis amenée à faire sur le terrain, dans les réunions publiques, c'est une question qui est fréquemment dans les discussions avec les habitants, mais à condition d'en parler dans des formes compréhensibles pour le plus grand nombre. Et je crois que c'est en effet notre rôle, à nous politiques aussi, d'aider à cette compréhension. Parce que si on en parle dans des formes très techniques, il est évident qu'on met une barrière immédiate. Bon. Mais comme dans tous les métiers, si on présente les choses de façon très technique, sans donner la capacité d'appropriation des gens, on n'est pas en capacité de le faire. Le temps médiat de la campagne électorale empêche des fois de faire ce travail didactique. Il y a un appétit, si je vous comprends bien, pour ces questions-là, à condition qu'on en parle de façon audible, et on va essayer de le faire, parce qu'effectivement, ce sont des choses très compliquées. En face de vous, Charles-Henri Philippi, vous êtes un banquier, vous êtes le président de Citigroup France. Citigroup, ça a été la plus grande banque mondiale, c'est la 3e américaine. Vous êtes français, vous êtes le président aussi d'Alfina, c'est une société de conseil en investissement. Oui, et vous êtes l'ancien PDG de HBC France, et vous avez écrit un livre qui s'appelle « 7 péchés du capital ». Oui. Il y a quelques petits péchés du côté du capital. Je pense qu'effectivement, je suis d'accord pour dire qu'on est dans une grande rupture historique, c'est-à-dire que ce qui a fait la beauté du bon équilibre entre le marché et la démocratie, entre le privé et le public, s'est perdu dans la prolifération du marché. Et que cet équilibre étant rompu, il va falloir essayer de le retrouver, et on n'arrive pas à le retrouver à l'intérieur des frontières nationales. C'est très très difficile à faire. Il s'est rompu au détriment de qui? De la démocratie? Le marché a dépassé les frontières, il a proliféré pour des raisons à la fois techniques et idéologiques. Bizarrement, au fond, à mesure qu'on avait plus besoin d'argent pour faire fonctionner l'économie, au lieu de mieux le contrôler, on l'a libéré, n'est-ce pas, en quelque sorte. Et ça, je crois que c'est une vraie grande question. Cette question est celle du débat entre le politique et le marché, c'est-à-dire que nous avons tous le sentiment que nous sommes en état d'obéissance au fond vis-à-vis des marchés financiers. Que ça nous échappe. Comment reprendre la main? Comment est-ce que la démocratie reprend la main pour contrôler le marché sans le brimer, en lui permettant de fonctionner? C'est toute la question qui nous est posée. On n'a pas encore la réponse. On va en parler. À côté de vous, Marc Toiti, vous êtes économiste, on vous connaît bien. Vous êtes directeur de recherche économique et finance de la société Asia Compagnie. Et vous avez votre dernier ouvrage, et c'est pas il y en a beaucoup, ça s'appelle « Quand la zone euro explosera ». Une sorte de prophétie. Et vous rajoutez comment la France peut encore éviter le pire. Voilà, c'est pas anxiogène. Je veux garder un petit peu d'optimisme, parce que c'est ça. On peut encore s'en sortir. Alors il y a Henri Sterdyniak qui nous rejoindra dans un instant. Il est lui aussi économiste. Il est membre de l'OFCE, je dis pas de bêtises, c'est l'Observatoire français de conjoncture économique. Et aussi membre d'une association d'économistes atterrés. Donc il nous dira en quoi ces économistes-là sont atterrés. Mais commençons par vous, Mathieu Verbout. Vous êtes donc le réalisateur de ce qu'on vient de voir, de ce film sur la City. C'est pas tous les jours qu'il y a un film sur la City. Elle ouvre ses portes facilement, cette City britannique, à des gens comme vous? Oh là, c'est si compliqué comme question. C'est si compliqué comme question. Ce qui est assez curieux, c'est que je ne crois pas qu'il y ait de traces en France de documentaires sur la City depuis des lustres. Et je ne sais même pas si un film qui a une approche à la fois d'investigation et politique s'est posé la question de la City comme lieu de pouvoir. Puis ça me fait sourire aussi parce que lorsqu'on est en Angleterre, pays de la démocratie, de la liberté, aucun des endroits dans lesquels on est, on peut filmer librement parce qu'on est constamment dans des endroits qui sont privatisés. Les quais de la Tamise à Londres sont privatisés. Oui, lorsque vous filmez à Canary Wharf, qui est la défense anglaise, c'est privatisé. Et donc ça demande et lorsque vous êtes à la City, qui dispose de sa propre police,
vous êtes également observé en permanence par les bodyguards qui descendent des banques. Pour pouvoir y rentrer un petit peu, pour essayer de comprendre un petit peu cette espèce de monde opaque, ça a été facile? Les banquiers ne parlent pas, vous le savez, depuis au moins 2 ans. Alors ils vont vous répondre, et c'est une course un peu à l'échalote, qu'ils ont été tellement attaqués, matraqués, vilipendés, caricaturés, que forcément... Mais de fait, ils ne parlent pas. Je me souviens encore d'une demande d'interview chez Lloyds. La personne m'a raccroché au nez sans même me dire une demi-seconde si elle allait dire oui ou non la demande d'interview que je faisais. La demande elle-même était déplacée. Alors on a l'impression en regardant ce film d'un monde froid, opaque, cynique et contre lequel, ma foi, on est un petit enfant, un petit garçon ayant à peine voix au chapitre. C'est comme ça que vous l'avez ressenti? C'est un monde de gens qui travaillent beaucoup. C'est un monde de gens qui font des choses qu'on ne connaît pas très bien parce que c'est effectivement un peu technique et qu'ils ont la grande chance que ça nous intéresse a priori pas. Et ça, c'est une carte majeure pour eux, une carte invisible, mais un grain de sable qui est très efficace. Par ailleurs, c'est des bons vivants, c'est des gens qui aiment de l'argent, c'est des gens qui sont probablement assez libéraux en termes de mœurs, si je puis dire. C'est une cité qui est placée sous l'autorité de Dieu, mais c'est l'endroit de l'ombre où il y a le plus de mécréants. C'est également un endroit qui a organisé sa propre infaillibilité politique, puisque c'est un endroit qui dépend donc de Dieu et non pas de la reine. Donc lorsque la reine ou le souverain britannique arrive dans la City, et ça depuis 1000 ans, il doit déposer les armes. Je vous montrer dans le documentaire. Vous avez aimé ou pas? Oui, très Vous bien. avez appris des trucs en regardant ce documentaire? Bon, alors, qui est bien réalisé, hein, qui est un beau film. Il y a un parti pris, on va dire, hein, parce que justement, vous n'avez pas pu interviewer ces opérateurs de marché. Alors, moi, déjà, je ne suis pas de la City, et moi, j'essaye depuis des années, justement, de démocratiser l'économie de la finance, et la finance au sens large, et c'est pour ça, souvent, j'ai essayé de montrer, effectivement, des opérateurs de marché, notamment chez Global Equities ou Asia, ou même dans mon ancienne banque à la Banque Populaire, et c'est vrai que ce que vous me dites là, c'est-à-dire qu'en fait, ils veulent plus être filmés, ça arrive de plus en plus. Donc soit certains veulent être filmés pour passer à la télé pour dire n'importe quoi, ça c'est des gens dangereux, et souvent certains journalistes, pas vous, mais en profitent justement, ou alors il y en a d'autres qui effectivement ne veulent plus passer par peur, soit de représailles ou autre. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est que là où vous avez vraiment raison, c'est de bien comprendre que il y a une part justement d'incompréhension et certains en ont profité. Je pense que cette crise, clairement, hein, il y a des bons et des moins bons, entre guillemets, mais il est clair que c'est un problème de transparence. C'est-à-dire quand on regarde cette crise qu'on a appelée des subprimes, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux faire très court. 2008, hein. Voilà. On commence par les subprimes. 2008-2009, en fait, si vous voulez, il y a une règle de base. Puis la chute de Lehman Brothers. Bien sûr, qui a quand même mis le feu aux poudres vraiment. Mais la règle de base en économie, en finance, j'en viens dans la vie tout court, c'est la suivante. C'est que plus le rendement augmente, plus le risque augmente. C'est-à-dire que si on raisonne comme ça, généralement, on ne peut pas trop se tromper. Cette crise, en fait, c'est quoi? C'est que malheureusement, depuis une dizaine d'années, voire un peu plus, on a donné les clés des marchés, non plus à des financiers, mais à des grands mathématiciens, à des ingénieurs qui ont eu... Risque un petit voilà. peu. Non, c'est pas ça, c'est pire que ça. Qu'il n'y en avait pas. Voilà, bravo. Bon. C'est-à-dire que grâce à des modèles extrêmement complexes, on dit on peut augmenter le rendement sans augmenter le risque. Et ça, ce n'est pas possible. Et c'est là où, effectivement, une fois qu'on a découvert le poteau rose, qui est le cas aujourd'hui, je pense qu'on peut, de ce point de vue-là, faire en partie le ménage. On va revenir sur tout ça. Un mot, Marie-France Beaufils, et puis on va revisionner un petit extrait du film. Moi, j'ai beaucoup apprécié le film. Bon, d'abord sur l'histoire de la City et la façon dont elle a joué pleinement le rôle dans ce que l'on connaît aujourd'hui de la finance à l'échelon mondial. Je trouve que c'est très, très intéressant. Ça aide bien à décrypter la façon dont le système s'est mis en place. Et moi, ce que j'ai également trouvé très, très intéressant, c'est qu'on montre clairement, je trouve, que la finance a complètement oublié ce que devrait être le rôle que moi, j'estime devoir être le rôle de la finance, c'est de contribuer à participer au développement humain. Et je trouve que ça, on a une démonstration qu'on est dans un système qui tourne pour elle-même. Voilà, qui tourne uniquement pour elle-même et qui a perdu ce que devrait être le rôle d'un secteur bancaire qui doit aider au développement de l'activité économique, etc. Enfin, on y reviendra. Alors, puisque vous êtes parlementaire, eh bien, on va voir justement un extrait assez fort de votre documentaire, justement, et je vous remercie, dans lequel on voit un parlementaire aux communes, hein, je crois, qui s'énerve, entre guillemets, devant un banquier de la Cité, un financier, et on voit que l'autre en face a l'air de ne pas être vraiment perturbé par cet énervement-là. Donc, on regarde. Mr. Diamond, the Bank of England have pointed out they've calculated the bank that's worth £100 billion a year to the big five banks. Are you grateful to the British taxpayer for subsidising you in this way? There's a couple of answers to this. Are you grateful to the British taxpayer?
We are very grateful to the central banks around the world, to the governments around the world. No, I'm talking about the British government, who stand in the shoes of the British public. They say, and this is accepted, that you're too big to fail. And the taxpayer stands behind you. That makes you more creditworthy. It means you can borrow much more cheaply than if you're a standalone organisation. Now, what I'm asking you, Mr. Diamond, is are you grateful to the British public? Voilà, est-ce qu'il est reconnaissant au public britannique? Et visiblement, il ne l'est pas trop, il ne comprend pas la question d'ailleurs. Merci Henri Sadian de nous avoir rejoints. Je disais que vous faisiez partie d'un cercle d'économistes atterrés. Vous êtes atterrés quand vous voyez ce genre de comportement des financiers de la City? Je pense que tout le monde est atterré, une grande partie des citoyens sont atterrés de voir que la crise n'a rien changé, de voir que les gouvernements ne prennent pas les mesures fortes nécessaires pour briser la domination de la finance et qu'au contraire, on est dans une situation où on dit au peuple européen, il faut réduire vos dépenses sociales, il faut réduire vos dépenses publiques après la crise, alors que quand même, ce n'est pas les peuples, ce n'est pas les dépenses sociales qui sont responsables de la crise. Et on voit aujourd'hui un poids énorme des marchés financiers, des agences de notation, de la technocratie européenne qui impose des politiques économiques inappropriées aux pays européens. Il y a de quoi être atterré de voir que les gouvernements n'ont pas, qui au moment du G20 ont quand même dit la crise, les responsables de la crise, c'est la finance, son avidité, son aveuglement. Que font-ils aujourd'hui? Alors, sur le constat et les solutions éventuelles, on va y revenir un instant, mais Charles-Henri Philippi, quand on voit cet extrait-là, on a vraiment l'impression d'avoir deux mondes qui se regardent et qui se comprennent plus. Effectivement, des politiques qui disent, mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte de l'effort que font les citoyens pour vous, entre guillemets, enfin, ce sont des sujets britanniques, et puis de l'autre côté, des financiers qui ont l'impression qu'on leur parle de la Lune et qu'eux, ils sont occupés à faire leur pognon dans leur coin, pour faire simple. Une remarque ponctuelle, le monsieur qui est interrogé là, il n'a pas reçu d'argent du gouvernement britannique, donc il n'a pas fait payer le taxpayer, le patron de Barclays. Et celui qui a fait payer très cher le taxpayer, qui est le président de RBS, il a été dégradé. Il était sœur, on lui a enlevé son titre de sœur. Je dis ça parce qu'on parle de Londres, de l'Angleterre, etc. et on dit on n'a pas le droit de filmer. Vous savez, c'est grave, ça a l'air d'être très lourd. L'Angleterre est une très grande démocratie. Hein. La cité de Londres est une grande cité financière qui a fait beaucoup de choses qui sont expliquées dans ce film, mais l'Angleterre est une très grande démocratie et en tant que démocratie, elle sait réagir aux choses. Bon. Sur qu'est-ce qu'on a fait depuis la crise, je pense que je partage tout à fait le jugement que finalement la crise n'a absolument pas su juguler la puissance des marchés financiers. Mais je pense qu'elle a mis beaucoup plus les banques sous tutelle qu'on ne le croit. Et paradoxalement, il me semble qu'en mettant plus les banques sous tutelle, on a renforcé les marchés financiers, ce qui est assez paradoxal. Alors, j'essaye d'expliquer ça en une seconde. Oui, parce qu'on a vraiment l'impression, nous, citoyens... On a l'impression, nous, citoyens, que ça ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu de tutelle, il y a eu des promesses faites et il n'y a pas eu de choses exécutées. Quand le régulateur donne des prescriptions plus strictes aux banquiers, il utilise des normes qui sont fournies par le marché. D'ailleurs, le manifeste d'économistes atterrés le dit assez bien lui-même. Si vous dites c'est les agences de rating qui vont décider de la pondération des risques dans votre bilan, alors les agences de rating, déjà, c'est quoi? Les agences de rating, ce sont des grandes agences, en général américaines, qui ont pour objet de donner une note au crédit. Ce qu'on appelle, nous, les agences de notation. Et c'est elles qui vous disent finalement quelle est la valeur de votre crédit. Au lieu que vous en décidiez vous-même, tout d'un coup, elles le disent. Et si ce crédit se dégrade à leurs yeux, à ce moment-là, dans une banque, il faut plus de fonds propres pour pouvoir détenir cet actif. De la même manière, si on dit à une banque, vous avez un risque souverain, vous avez une dette d'État, et je vous demande de calculer la valeur de cette dette d'État dans votre bilan à son prix de marché, qui est très volatile tous les jours, à ce moment-là, vous déstabilisez la banque. Il s'est passé une chose, je veux dire, il y a un sommet européen du 26 octobre 2011 qui a été frappant, où on a voulu faire recapitaliser les banques, et on a dit maintenant, à partir de maintenant, pour faire ça, vous allez mettre à la valeur de marché vos dettes souveraines dans votre bilan. Le surlendemain, des très très grandes banques françaises ont été amenées à vendre leurs dettes italiennes et à aggraver la crise de ce fait. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas à l'échelon national
maîtriser les marchés financiers, et que c'est ça le grand sujet. Le grand sujet, d'ailleurs, est un sujet européen, et il faut essayer de trouver le moyen d'une régulation, d'une vraie régulation européenne qui permette de dominer les marchés financiers. Vous dites, si j'ai bien compris, que depuis la crise, on contrôle davantage les banques, notamment par le biais de ces agences de notation, et on est plus exigeant sur la qualité de leurs créances. Non ? Ça devient tout dépend ce que vous appelez « on ». Hein, le problème, c'est que le « on » n'existe pas. Hein, le « on », il faut savoir, est-ce que vous appelez les États ou les marchés. Le problème, c'est que les États ont donné les clés au marché. L'Europe ne garantit pas les dettes publiques. L'Europe a accepté l'idée que maintenant, les dettes publiques sont risquées. Et donc, à partir de là, c'est les marchés qui vont juger de la solidité des États. En jugeant de la solidité des États, ils jugent de la solidité des banques. La fragilité des banques fragilise aussi les États. Et le problème que nous avons, c'est que l'Europe n'a pas dit clairement il faut changer de modèle. Il faut passer du modèle domination des marchés à un modèle où le public joue un rôle beaucoup plus important. Et le politique reprend la main. Oui, voilà, je pense qu'ajouter un petit point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, qui effectivement contrôle les banques, c'est qu'on a demandé aux banques ce qu'on appelle des ratios prudentiels, ça veut dire justement d'augmenter leurs fonds propres par rapport à leurs engagements. C'est là où c'est pernicieux. C'est-à-dire que cette crise à la base, c'est pas une crise du risque, c'est une crise de mauvaise gestion du risque. Et maintenant, on demande aux banques de ne plus prendre de risques. Donc les États, justement, ont imposé... Enfin, on ne peut pas prendre des risques inconsidérés. Voilà, oui, mais c'est ça le danger, si vous voulez. Je vous donne un exemple très simple. Là, dernièrement, la Banque Centrale Européenne a sauvé la zone euro au mois de décembre dernier en faisant ce qu'on appelle open bar. Open bar, ça veut dire, en gros, elle a dit aux banques, je vous prête de l'argent à 1% pendant 3 ans en quantité illimitée. Elle a distribué comme ça 1000 milliards d'euros. C'est quand même pas rien aux banques européennes. Cadeau à 1%, donc c'est pas cher, effectivement. Si on me le donne à 1%, mais bon, pour moi, c'est cadeau. Voilà, exactement. Non, mais voilà, c'est là que ça devient pernicieux. C'est que les banques, qu'auraient dû-elles faire avec cet argent? Financer l'économie. Or, qu'elles ont fait, puisque justement, ces ratios prudentiels leur disent attention, ne prenez pas trop de risques. Avec cet argent, elles ont essentiellement acheté des dettes publiques, des obligations d'État. Ça, c'est une grave erreur. Elles revendent à combien? Et elles se sont fait combien d'argent avec ça? Alors le problème, c'est le problème, c'est que maintenant, elles sont en train de rembourser d'ailleurs ces prêts, qu'elles remettent en partie à la Banque centrale, mais elles ne financent pas l'économie. C'est ça qui devient extrêmement dangereux. Combien ça a rapporté aux banques, cet argent qui leur a été quasiment donné par la Banque centrale européenne? Parce qu'elles l'ont placé, cet argent. Voilà. Le danger, c'est que vous vous endettez à 1%, vous placez à 5 ou 6%, donc cet écart de taux d'intérêt, évidemment, est lucratif. Mais c'est là où justement il y a une erreur. C'est qu'on dit aujourd'hui aux banques, arrêtez de prendre des risques. Et quasiment on les oblige. Et là justement, ce sont les États européens. C'est l'Europe qui a décidé ça. Donc il y a eu des mesures qui ont été prises par les Européens qui ne sont pas bonnes. Donc le vrai enjeu que nous avons au niveau financier, c'est qu'il faut que la Banque centrale européenne aille plus loin, achète directement des dettes publiques et permette aux banques justement de financer l'économie. Et pour ce faire, c'est la fameuse gouvernance économique européenne qu'on n'a pas. Mais il va falloir au niveau des banques assouplir justement la réglementation. Après laquelle on court. Pour leur permettre de financer l'économie. C'est là où on est d'accord. Le rôle des banques, il est de financer l'économie. Un mot de Marie-France Beaufils, après vous, Charles et Philippi, puis on ira voir un petit peu ce qui se passe du côté de, pas de la fraude, mais en tout cas d'un certain comportement des banques. Moi, je voudrais revenir sur le coût de la dette des États et le fait qu'on doit réévaluer en permanence le niveau de la dette qui est portée dans le système bancaire. Prenons la dette de la Grèce. C'est quand même anormal que tout à coup, on nous dise qu'elle a tout à coup pris une dimension absolument énorme. Rien ne justifie, hormis les marchés financiers, qu'on lui ait fait prendre un niveau tel qu'il est. Aujourd'hui, les sommes auxquelles les taux auxquels elle doit rembourser la dette est devenu un taux prohibitif par rapport à sa capacité, ce que je trouve complètement anormal. À partir du moment où la Banque centrale européenne est intervenue avec le FMI pour faire en sorte qu'on tire la Grèce de ses difficultés. Donc moi je pense que si on veut vraiment... Non, mais vous allez voir que je vais revenir sur une question que vous abordez. Ce ne sont pas les marchés qui ont demandé à la Grèce d'augmenter ses dettes publiques. C'est parce que une décision souveraine de la Grèce. Je ne dis pas augmenter la dette publique, je dis augmenter, Monsieur Toiti. Je sais que vous avez l'habitude de couper la parole. C'est une décision de la Grèce, c'est une décision et quand Monsieur Toiti, pourquoi la Grèce, pourquoi la dette grecque a augmenté? Pour moitié en raison de la récession
et en raison des taux d'intérêt exorbitants qu'on lui demande. Combien aujourd'hui la Grèce paye de taux d'intérêt, monsieur? Combien elle paye aujourd'hui? Ce n'est pas la Grèce qui s'endette sur les marchés aujourd'hui. Effectivement, parce que si elle devait s'endetter, les taux comment pouvez-vous justifier qu'aujourd'hui on fasse payer 5% à l'Italie, on fasse payer 5,5% à l'Espagne, alors qu'il n'y a aucun risque que l'Italie ou l'Espagne ne remboursent pas? Ce sont les marchés financiers qui inventent et qui créent ce risque. Alors, les marchés financiers un jour décident l'Italie est un mauvais risque, du coup au lieu de lui faire payer 2%, on lui fait payer 5%, ça fait 3,5 de fonction sur le PIB italien. Je vous arrête 2 secondes, on va demander à Charles-Henri Philippi. Attendez, Charles-Henri Philippi, une espèce d'explication. Pareil, pour moi qui n'y comprends pas grand-chose sur cette mécanique-là de créances un peu douteuses, qui deviennent après très chères et qu'on fait payer très cher aux banques. Qu'est-ce qui s'est passé pour les créances publiques comme pour les autres? Expliquez-moi. Écoutez, il me semble qu'on a tous, pays d'Europe, fait des efforts considérables pour entrer dans l'euro. Entre Maastricht et la création de l'euro, la discipline a été solide pour essayer de respecter les critères de Maastricht qui nous permettaient de rentrer dans l'euro. Moi, je suis de l'opinion qu'une fois qu'on est rentré dans l'euro, on s'est trouvé sous un abri très sympathique, et ça nous a donné à tous la liberté de faire beaucoup de choses. Prenez le cas de l'Espagne. L'Espagne est un pays qui a maintenu l'équilibre budgétaire, qui a eu 2 fois plus de croissance que nous, mais qui, grâce à un euro à des taux relativement faibles, a développé une bulle immobilière colossale qui a explosé au moment de la grande crise. Bon. Donc, et la je crois... Grande-Bretagne a développé une bulle financière sans l'euro, et les États-Unis ont développé une bulle financière sans l'euro. Donc on ne peut pas dire le coupable c'est l'euro, le coupable c'est les marchés financiers qui ne vivent que par des bulles financières et immobilières. Alors, je ne suis pas... J'essaye de concentrer le débat sur l'euro. Ce que je dis sur l'euro n'exclut pas que vous ayez raison sur le reste. Charles-Henri Philippi, simplement sur cette question, sur la mécanique, sur pourquoi est-ce qu'on fait payer si cher des dettes à des pays souverain. La dette de la Grèce, en tant que banquier, je ne peux que constater qu'on l'a coupée en tout petits morceaux et qu'on l'a... Oui, bien sûr. C'est un problème d'offre et de demande. Je pense qu'il faut être clair de ce point de vue-là. Expliquer simplement. Aujourd'hui, en fait, c'est très simple. C'est que les États, aujourd'hui, s'endettent sur les marchés. C'est-à-dire qu'ils ont des déficits publics chaque année. Il faut bien trouver l'argent de financer ces déficits. Aujourd'hui, prenons le cas de la France. C'est le cas de la France. Aujourd'hui, quasiment 70% de la dette publique française est détenue par les investissements étrangers. Donc, bien sûr, ce sont les chiffres de la Banque de France. C'est entièrement si la Banque de France d'abord une grande partie de la dette française est détenue par des Français par l'intermédiaire de paradis fiscaux. Si le Trésor public français, le premier détenteur de la dette publique française, c'est le Luxembourg. Le deuxième, c'est les îles Caïmans. Vous parlez ensemble, on va rien comprendre. Au total, vous pouvez regarder, comment un chiffre de la Banque de France. Donnez-moi une explication, vous donnerez la vôtre après, mais déjà une explication sur cette mécanique-là. Et du Trésor, presque 70% de la dette publique est détenue par des investissements non résidents, donc étrangers. Donc Luxembourg, c'est pas la France, donc c'est étranger. On est d'accord. Non, mais c'est quand même 70%. Bon, peu importe. C'est leur argent au Luxembourg dans un paradis. Ok, ça c'est ce que vous croyez, mais malheureusement c'est plus compliqué. Et donc le vrai enjeu, il est là, c'est que quand on est en déficit, il faut bien trouver des moyens de financer ce déficit. Donc on fait appel au marché pour dire, voilà, écoutez, moi, est-ce que vous voulez financer ma dette? Donc après, le prix de cette dette, ça va être le taux d'intérêt. Très simple. Et donc c'est comme tout marché, le taux d'intérêt va fluctuer entre l'offre et la demande. Donc si par exemple j'ai confiance en vous, par exemple l'Allemagne aujourd'hui a des taux d'intérêt très bas, 1,7%, parce que les marchés ont confiance en l'Allemagne. Si par contre je n'ai pas confiance en vous, je veux bien vous prêter, mais par contre, comme vous avez augmenté vos déficits, vos dépenses, etc., je vais demander des taux d'intérêt plus élevés. C'est ce qui s'est passé effectivement en Grèce. Donc là c'est de la responsabilité des États qui, justement, comme ils n'ont pas réduit leur déficit, à ce moment-là, les taux d'intérêt ont flambé. Maintenant, pour la Grèce, aujourd'hui, la Grèce ne s'endette pas sur les marchés à 10, 15 ou 20%. Ce sont les autres États européens qui s'endettent sur les marchés et qui reprêtent à la Grèce à un taux de 4,5%. Ça, il faut également le savoir aujourd'hui. C'est qu'on a cette solidarité européenne qui nous fait prendre des risques énormes vis-à-vis de la Grèce ou d'autres pays. Alors, on va parler de comportement et notamment de ces paradis fiscaux, puisque vous avez lâché le terme, en revenant sur un des extraits du film, où effectivement il est question de ce que peuvent représenter les sommes brassées, notamment à la City, en termes de paradis fiscaux. La dérégulation des marchés financiers du début des années 1980, encouragée entre autres par le Fonds monétaire international, a conduit à une croissance exponentielle des volumes financiers détenus dans les paradis fiscaux. Ici, on ne parle plus en milliards, mais en milliers de milliards.
D'après les derniers chiffres dont on dispose, il est question de 20 000 milliards de dollars. Cela fait beaucoup d'argent. Pour donner un ordre de grandeur, cela serait suffisant pour régler l'ardoise de la crise économique actuelle. Et si des impôts étaient perçus sur les intérêts que rapporte cet argent, nous pourrions financer l'intégralité du plan anti-pauvreté des Nations Unies. Alors voilà, pour ces chiffres qui font un peu frissonner. Donc en Estagnac, comment ça marche les paradis fiscaux? Puis moi j'étais surpris en voyant le sujet que on dit toujours les paradis fiscaux, les îles Caïmans, etc. Il faut en finir, il faut arrêter avec ça. Puis on me dit que c'est Luxembourg et on me dit que c'est la City de Londres, le principal et le premier. Les paradis fiscaux vont brasser des sommes importantes qui peuvent provenir des plus riches, qui peuvent provenir des banques, qui peuvent provenir des grandes sociétés. Toutes les banques ont des filiales dans les paradis fiscaux. Ont des filiales dans les paradis fiscaux parce que il faut qu'ils fournissent ce genre de services à leur clientèle, que ce soit une clientèle de particuliers ou une clientèle d'entreprise. Et ça permet aux plus riches, aux grandes entreprises, d'échapper en grande partie à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt... Mais comment est-ce que c'est possible que la City de Londres soit le premier paradis fiscal du monde? Ensuite, ces sommes fabuleuses qui sont dans des paradis fiscaux, naturellement, ne travaillent pas, ne sont pas placés au Luxembourg, ils sont replacés sur les marchés, soit de Londres, soit de New York, et ça contribue naturellement à alimenter les marchés de Londres et de New York. C'est de l'argent qui circule, qui est effectivement placé dans des paradis fiscaux, et qui permet, qu'on ne peut pas taxer, et qui fonctionne et qui fait de l'argent ailleurs. Qui permet de blanchir une partie de l'argent sale, qui permet de ne pas payer d'impôts, et qui heureusement revient en partie dans les pays, notamment pour détenir les dettes publiques. Charles-Henri Philippe, vous êtes le patron d'une des plus grandes banques du monde, la version française. Je crois qu'on... Vous avez, vous, des antennes dans des paradis fiscaux? Écoutez, à dire vrai, il y a des endroits qui sont des endroits offshore dans lesquels toutes les banques ont des entités. Mais je pense qu'il faut se poser d'abord la question du point de vue du territoire. Nous sommes sur le territoire français. Que font les banques sur le territoire français, y compris une banque comme Citi qui a des opérations en France? Moi, je suis de l'avis qu'aujourd'hui, les banques régulées en France, situées sur le territoire français, ont un comportement honnête vis-à-vis des paradis fiscaux. J'en suis absolument convaincu. Je pense que d'ailleurs... Ça veut dire quoi un comportement honnête? C'est-à-dire qu'elles n'utilisent pas de paradis fiscaux pour créer elles-mêmes des zones de non-fiscalité ou pour faire des flux financiers qui seraient des flux financiers non honorables en quelque sorte. Et mon expérience de 20 ans de banque, c'est que autant depuis la fin des années 80, j'ai vu prospérer le marché financier, proliférer le système de marché financier, et là j'en suis absolument d'accord, autant j'ai vu au même moment une vraie discipline progressivement s'installer sur la question de la gestion des paradis fiscaux, sur les questions de blanchiment, dans lesquelles les banques, dans leur vie quotidienne, sont devenues quand même, pour une bonne part, des annexes de la justice, en quelque sorte. Bon, mais vous dites quand même que vous avez des antennes offshore. Vous préférez le terme offshore, qui est un peu la même chose. Je passe à l'étage du dessus. Ça vous sert à quoi? Je passe à l'étage du dessus. Il y a absolument partout de l'argent maintenant qui circule. Si on était juste à l'intérieur du monde occidental en train de gérer nos affaires au sein du monde occidental, je pense personnellement que très probablement la question des paradis fiscaux ne se poserait plus vraiment. Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que nous avons un arsenal fiscal qui fait que si vous êtes une banque française, vous avez beau avoir une activité pour telle raison dans un endroit où on ne paye pas le même niveau d'impôt qu'en France, vous êtes rattrapé par le système. Parce que vous payez vos impôts sur base territoriale. Absolument.
Absolument. Il y a un article qui s'appelle le 209B, qui est l'article du Code général des impôts, qui dit que si vous avez des activités dans un endroit qui ne paye pas l'impôt, vous êtes taxé en France. Il n'y a absolument aucun problème sur cette question. Bon. C'est vrai ça, alors, Marie-France ensuite, vous savez qu'en Russie, la valeur totale des matières premières, ça doit être 600 milliards de dollars, leur coût d'extraction, ça doit être 150, il y a quand même une rente de 450 qu'un certain nombre de gens se partagent, n'est-ce pas? Bon. Que ces personnes-là, eux-mêmes, alimentent un système qui continue à être un système offshore, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Mais ceci ne veut pas dire que les grandes banques occidentales ne font pas leur travail décemment, c'est-à-dire à la fois dans le paiement de l'impôt et dans la lutte contre le blanchiment de l'argent. Marie-France Beaufils, juste une réflexion quand même. Est-ce que vous comprenez qu'on a un petit peu du mal à vous croire, dans la mesure où on a découvert toute certaine turpitude des banques, on a découvert aussi que même nos grandes entreprises nationales s'arrangeaient aussi pour ne pas payer d'impôts parce qu'elles mettaient leur argent dans des paradis fiscaux. Non, mais c'est inexact. C'est absolument inexact. Je suis administrateur d'un certain nombre de sociétés. Je peux vous dire Quand vous entendez que Total ne paye pas d'impôts... Non, mais si vous voulez, les très grandes entreprises françaises font grosso modo 10% de leur chiffre d'affaires en France. Ils ont d'ailleurs plus d'emplois que ça et plus de recherche que ça. Alors, l'impôt, il est territorial. Vous avez une opération dans un pays étranger, vous allez payer l'impôt là-bas. Bon. Et ensuite, vous avez une part de l'impôt global qui est payé en France, qui est inévitablement assez limitée parce que nos entreprises, qui sont un grand patrimoine, sont des grandes entreprises multinationales. Ensuite, il y a toutes les questions des facturations, des royalties. Je peux vous dire que la vérification faite en permanence par les services fiscaux crée une discussion permanente sur la manière dont on peut ou pas facturer les services à l'intérieur des entreprises. Marie-France Beaufils, vous travaillez là-dessus, justement, sur ces questions d'évasion fiscale. Pour la commission des finances du dossier dégrèvement et remboursement d'impôts chaque année. Bon alors. Donc j'ai quand même de temps à autre un peu d'investigation sur ces questions. On a un véritable problème, et je crois qu'il ne faut pas se le cacher. Un certain nombre de banques, et je prendrai BNP Paribas, 189 entités dans les paradis fiscaux. On ne peut pas ne pas le dire. Et ça leur sert à quoi? Ça leur sert, pour une part, justement, à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire des mouvements d'argent qui passent, comme le dit d'ailleurs le reportage qui est très bien fait dans ce domaine-là, recevoir des moyens financiers qui vont passer par des cribles qui leur permettront de ne pas avoir les mêmes coûts financiers ensuite à payer dans le pays d'origine dans lequel elles sont installées. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas négligeable. L'activité qui est faite en France ne va pas être imposée ou va échapper à l'impôt parce que justement ça va partir dans ces paradis-là. Ou est-ce que l'argent va rester là? Il y a une part d'activité qui peut très bien partir, mais pas la totalité de l'activité. C'est jamais les éléments. Une grande opération internationale de financement de projets, que vous avez des séries d'investisseurs qui sont résidents de toute une série d'endroits qui sont différents. Eh bien, il y en a des tas qui ne peuvent pas participer à cet investissement en financement de projet à partir de la France, parce que simplement le territoire français n'est pas pour eux un territoire adéquat en termes de fiscalité. Ce ne sont pas, je ne pense en aucun cas que BNP Paribas fait ça pour économiser des impôts pour soi, elle fait ça pour gérer une activité clientèle qui est multinationale. Mais si vous voulez, ce que je voulais expliquer justement sur cet aspect-là, parce que c'est difficile quand on est trop coupé après de pouvoir démontrer, mais non, mais c'est pas pour vous obligatoirement que je le dis, mais par exemple, quand un produit est fabriqué à l'étranger et qu'on nous dit qu'il va être intéressant de le faire venir chez nous parce que fait dans un pays à très bas coût, etc., on va avoir un coût moindre ensuite pour le consommateur. On le fait bien souvent passer par des circuits qui sont des circuits bancaires, qui font qu'au final, on se retrouve avec un coût bien plus élevé. Il y a un exemple qui a été pris dans un bouquin sur le circuit de la banane, par exemple, quand il arrive à Londres, qui est passé de 15 centimes à 1 euro. Le produit n'est pas cher, mais le circuit bancaire fait qu'il devient très cher. En effet, bancaire, qui fait qu'on en augmente les coûts. Mais je prendrai un autre exemple, parce que là aussi, les banques qui ont des installations hors France sont très utilisées
par les sociétés. Les grandes sociétés, en particulier les sociétés du CAC 40, elles vont beaucoup utiliser ce secteur bancaire. Mais pas uniquement. Les entreprises du CAC 40, elles vont aussi utiliser, ce qui est très bien dit dans le reportage, c'est l'optimisation fiscale. Et là, moi, je reviens quand même à quelque chose sur lequel je pense que les parlementaires et donc le politique a un véritable rôle, c'est l'optimisation fiscale. Si on prend l'impôt sur les sociétés, aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil des prélèvements obligatoires, les entreprises du CAC 40 payent 8% d'impôt sur les sociétés par rapport à leurs résultats. Alors que quand dans le même temps, le taux normalement c'est 33,3% et que la plupart des PME sont aux alentours de 28 à 29%. Et par rapport à Total, c'est qu'il utilise le bénéfice mondial consolidé pour se permettre d'être en dehors. C'est compliqué, mais on a bien compris que des entreprises qui sont basées ailleurs ou qui ont un rayonnement à l'étranger très important arrivent à payer des impôts bien moindres que celles dont l'activité se concentre en France. Fiscal, et c'est donc notre responsabilité de changer ce système fiscal qui aujourd'hui est en difficulté. Mais ça pose le problème de le faire aussi à l'échelon européen. Il faut quand même qu'une harmonisation de l'impôt sur les sociétés à l'échelon européen puisse se faire et qu'il y ait une base minimale d'impôt sur les sociétés à l'échelon européen. Puisque je voudrais un petit peu qu'on parle de ce qu'on pourrait éventuellement changer dans ce système pour essayer de moraliser, si je puis dire, je ne sais pas si le terme est adéquat, la façon dont les choses se passent. On repasse par un petit extrait du documentaire. Cette fois-ci, c'est sur les comportements individuels et on parle du cas de Sir Philip Green. Le propriétaire de Topshop est le milliardaire Sir Philip Green. Il a été anobli par le gouvernement britannique pour service rendu à l'économie. C'est aussi un champion de la fuite devant l'impôt. Il fait cela de façon spectaculaire. Il se verse ses dividendes non pas à lui-même, mais à sa femme. Soit 1,5 milliard d'euros. Et l'astuce est que sa femme n'est pas imposable ici, car elle vit à Monaco. Ce qui a particulièrement enragé les Britanniques est que le gouvernement ait nommé quelqu'un comme Philip Green pour le conseiller sur ses plans d'austérité. On voit dans quel mépris ce gouvernement tient le pays quand il ose faire appel à un individu de ce genre pour l'aider dans ses plans d'austérité budgétaire. Voilà, on pourrait multiplier les exemples un petit peu de ce type-là. On parle de moralisation. Là, le seul commentaire qu'on avait en plateau, c'est qu'on disait il fallait pas qu'il change de femme, monsieur Maurice. Il pourrait avoir des mauvaises surprises en cas de divorce. Mais vous dites quoi, quand même, Charles-Henri Philippi, sur ces comportements-là et cette image que ça donne de la finance, cette espèce de façon comme ça de se foutre, enfin de se moquer complètement de ce qui peut se passer dans le pays dans lequel on vit. Je crois qu'il faut bien admettre une chose, c'est qu'il y a des gens qui aiment gagner de l'argent, qui n'ont pas forcément des comportements très citoyens et qui vont profiter du système pour essayer de payer le moins d'impôts possible. Il y a des gens qui adorent ce sport-là. Et dans le monde et ces gens-là sont de plus en plus nombreux parce que c'est contagieux comme attitude. Et dans le monde ouvert et global qui a fabriqué beaucoup d'argent, et c'est vrai qu'il concentre pas mal d'argent sur le premier centile, on pourrait citer un certain nombre de cas de ce type. Bon. D'où l'idée, ici ou là, de l'impôt citoyen, qui ne me paraît pas être une mauvaise idée. Hein. L'impôt américain, il est payé partout dans le monde par les citoyens américains. Et je trouve que c'est personnellement relativement qu'on paye un impôt, quel que soit son lieu de résidence. Hein. C'est un petit peu ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Personne n'est exempt de ce phénomène de compétition fiscale, n'est-ce pas? Bon, il faut réduire cette compétition fiscale. Vous savez, on peut faire de la compétition fiscale dans des conditions très saines. Par exemple, nous avons un crédit d'impôt recherche. Quel est l'objet de ce crédit? La France est un des pays les plus favorables à la recherche en termes fiscaux. Bon, nous faisons de la compétition fiscale utilement pour essayer de maintenir... vers les holdings, en ce qui concerne les crédits non, mais peut-être qu'il y a de la dispersion un peu ici ou là, mais en tout cas, ça permet de maintenir, dans les grands groupes, de maintenir de la recherche en France. Donc, notre question... Vous citez cette phrase-là de Nicolas Sarkozy, c'était dans son grand discours de Toulon, le fameux, dont on a beaucoup parlé, puisqu'il a parlé de finances mondiales. L'autorégulation pour régler tous les problèmes, c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini. Le marché qui a toujours raison, c'est fini, a-t-il dit. Est-ce que c'est
fini. Vous avez chacun 1 minute pour répondre. Marc Toiti. Malheureusement, il faut bien comprendre qu'on l'a évoqué, on vit effectivement dans un monde global. Et donc, par exemple, on parle des paradis fiscaux aujourd'hui. Il faut savoir que les plus grands, pas forcément la City, peut-être qu'elle va réutiliser, recycler de l'argent. Et on a 2 grands paradis fiscaux qui sont, par exemple, Hong Kong et Macao. Et là, lors du G20 de Londres, par exemple, de 2009, on avait justement imposé de mettre Hong Kong et Macao dans la liste des paradis fiscaux. Et la Chine a dit à ce moment-là, si vous faites ça, moi, je participe pas à l'effort mondial. Et on a donc enlevé, et la Chine même dans la liste blanche, c'est-à-dire les pays entre guillemets normaux. Donc c'est ça aussi le vrai enjeu aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'accords internationaux. Or déjà on n'arrive même pas à se mettre d'accord au niveau de la zone euro, alors au niveau mondial c'est extrêmement difficile. Donc c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. Alors, vous, Madame Beaufils, parce qu'on a un peu l'impression du côté des politiques d'une espèce d'incantation régulière en disant on va faire ci, on va faire ça, et puis on se rend compte que derrière, il ne se passe pas grand-chose et que tout ce qui est annoncé est rarement réalisé. Écoutez, déjà la liste des 3000 personnes qui avaient été découvertes par M. Wörth, nous demandons en permanence quel est le résultat de l'action qui a été menée pour faire rentrer l'argent. Nous n'avons toujours pas de réponse et dans la commission d'enquête dans laquelle je suis membre... arrêter cette sorte de domination du marché, de la finance sur les politiques. La première chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. La Banque centrale européenne ne devrait pas être indépendante dans ce domaine-là. Et rappelons-nous quand même que c'est en 1973 qu'on a abandonné l'idée que la Banque de France pouvait aider son gouvernement à équilibrer son budget et qu'on lui a dit d'aller sur le marché financier pour pouvoir couvrir le péché son originel. financement. C'est le point de départ. Être allé se financer sur les marchés. C'est un point de départ quand même important qui n'est pas... Alors, attendez, chacun son tour. Nous avons la chance sur cette question-là. Nous avons la chance d'avoir une Europe, une zone euro où nous pourrions tout à fait faire autre chose. Et c'est un choix politique qui, malheureusement, le tournant n'a pas été pris au moment de la crise, mais il faut absolument prendre ce tournant et dire l'objectif de l'Europe, c'est l'harmonisation fiscale, c'est la lutte contre les paradis fiscaux, c'est diminuer l'importance de la finance. Et c'est le financement peuvent encore y arriver et que la finance et le monde de la finance n'est pas hyper puissante à un niveau tel qu'on ne pourrait plus rien faire contre. Mais il faut une volonté politique. Il faut par exemple qu'en Europe, on dise clairement la Grande-Bretagne doit céder. La Grande-Bretagne a une stratégie égoïste qui n'est pas tenable. Les pays, par exemple, comme l'Irlande, qui ont des taux de fiscalité extrêmement bas, c'est pas tolérable. Les paradis suisses, c'est pas tolérable. C'est à la fois un problème politique et un problème entre pays. Charles-Henri Philippi, très rapidement, par rapport à cette question-là. Je vais dire quelque chose de surprenant. Je suis d'accord avec M. Sterdignac. Parce que je pense qu'il faut effectivement avoir un marché financier qui soit sous contrôle et préserver l'économie d'échange qui nous fait tous progresser. Et il faut un périmètre de puissance, en quelque sorte, et de régulation qui ne peut être qu'un périmètre européen qui est à l'intérieur de la zone euro. Alors, quel est-il? Bon, mais pour cela, mais c'est possible, malgré tout, il faut accepter vis-à-vis de l'Allemagne une certaine discipline. Sinon, on ne va pas y arriver. Donc, il y a un compromis à trouver. Nous voulons plus d'Europe, nous voulons plus de contrôle des marchés financiers, nous devons accepter une discipline équitable. Il faut qu'elle soit équitable. Et les marchés financiers sont prêts. Et les marchés financiers sont prêts à l'accepter. Les marchés financiers sont prêts à l'accepter. Les marchés financiers, vous savez, ils obéissent aux règles. Ils s'alignent. Je prends toujours cet exemple. En Chine, les normes comptables en Chine, elles ne nous plaisent pas du tout. Est-ce que vous avez vu un investisseur qui dit « je ne veux pas investir en Chine parce que… » Non, parce que la Chine est puissante et qu'on a envie d'y investir. Quand l'Europe est puissante et qu'on a envie d'y investir, on respecte… Tout dernier mot, mais très rapidement de Marc Toiti, parce qu'on a fini. On a fini. Oui, tout simplement. Mais ce qui compte avant tout pour un pays, c'est sa capacité à faire de la croissance. Pourquoi aujourd'hui on veut effectivement investir en Chine? Parce qu'il y a de la croissance. Faisons attention également à ne pas trouver des boucs émissaires très faciles. On dit voilà, on va tout réglementer au niveau de la finance et derrière il n'y aura pas de financement de l'économie et des entreprises comme on le voit aujourd'hui. L'essentiel c'est la croissance. Donc d'accord, bien entendu, je suis d'accord pour une meilleure surveillance de la finance, meilleure régulation, meilleure transparence surtout, mais également une dépense publique qui soit également efficace. Sinon, on courra à la catastrophe. Bon, en tout cas, je trouve ça merveilleux d'avoir et un banquier et un économiste, on va dire, plutôt de gauche, qui s'entendent pour dire qu'il faut davantage de régulation et que les marchés n'en souffriront pas et qu'au contraire, ils se plieront à ces nouvelles règles et qu'ils en feront leur beurre, si je puis dire. Voilà, merci. Le monde des bisounours. J'espère qu'ils n'en feront pas trop leur beurre parce que ça veut dire qu'on ne serait pas très efficace. C'est leur métier, hein, d'essayer de faire. Non, mais qu'on ne serait pas très efficace s'ils en faisaient trop leur beurre. Un autre beurre. Voilà, merci en tout cas. Merci à vous tous d'avoir essayé de d'avoir participé à notre éclairage. Merci à Aurélie Laface qui a préparé ce débat. Je vous redis notre adresse internet et je vous dis que
Dans une semaine, on parlera du riz, de ses filières et de son business. C'est encore autre chose, les matières premières, si je puis dire, le riz. On se retrouve on a trop spéculé également dans la dernière période. Dans une semaine. Merci.